Merci de nous faire confiance pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal Le Vrai. À la présentation, Gisèle Zeba, le titre. Depuis une semaine, les écoliers de la ville de Béni ont organisé deux manifestations pacifiques et un sit-in devant la mairie de Béni. Ils étaient dispersés et d'autres arrêtés par les forces de l'ordre. Le registre des appareils mobiles RAM en sigle continue de susciter les débats sous le firmament congolais. Plusieurs utilisateurs des réseaux de communication en RDC se voient contraints. Et enfin, dans la deuxième partie de ce journal, vous allez suivre comme invité Rex Kazadi. Les détails. 46 ans après les enfants de Soweto, 23 écoliers de Béni violemment réprimés par les forces de l'ordre. Commentaire. 16 juin 1976, 2 milliers d'élèves de Soweto, grande banlieue au sud de Johannesburg, s'étaient rassemblés devant l'école Maurice Isaacson pour manifester contre la décision du gouvernement sud-africain d'imposer l'afrikaans, la langue de base, qui ont instauré l'apartheid pour l'enseignement de certaines matières, la géographie, le mathématique, l'histoire. Pour disperser la foule, la police tire à balles réelles, causant au moins 23 morts. On estime que 20 000 élèves ont participé à ces manifestations et entre 176 et 700 personnes ont été tuées au total lors de la répression menée par les forces de police. En avril 2021, à Béni, en République démocratique du Congo, 46 ans après le drame de Soweto, des écoliers en uniforme manifestent depuis 9 jours pour réclamer le retour de la paix, la reprise des cours sans interruption et la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la région en proie aux tueries. La police les a interpellés et incarcérés après avoir violemment interpellé certains manifestants. Dans une vidéo devenue virale, un élève dénonce cette injustice et cette dérive des forces de la police. Nous combattons pour le pays, mais aujourd'hui nous sommes incarcérés dans la prison. Ils nous ont arrêtés, mais on n'a pas fait la violence. On s'est donné ce courage de venir combattre pour ces pays en demandant au président qu'il puisse venir à Béni comme il avait promis pour ramener la paix. Nous sommes venus avec les amis d'Oïcha. Ils nous ont arrêtés sur la route, a raconté un élève dans une vidéo prise dans l'enceinte de la prison de Béni, relayée sur le compte Twitter du journaliste Israël Mutombo. Jeudi 28 avril, peu après sa rencontre avec le président du Conseil européen, Charles Michel, le président Félix Tshisekedi a appelé les élèves à quitter la cour de la mairie où ils organisent leur sit-in, affirmant travailler pour des solutions efficaces. Suivez la réaction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux doléances des enfants et élèves de Béni en sit-in devant leur mairie pour cause de massacres interminables. C'était à l'issue de son échange jeudi 29 avril avec Charles Michel, le président du Conseil européen à Kinshasa. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Je ne crois pas que c'est en arrivant à Béni, comme ils le demandent et le souhaitent maintenant, que la situation se réglerait. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Et je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de Béni, d'hommes et de femmes, parmi lesquels il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un
contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part. Après les propos du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élèves en sit-in à Béni réclamant sa présence, Prince Epenge, l'un des communicateurs de la MOUCA, lui demande de présenter des excuses à la population de l'Est d'une manière solennelle. Patricia Mastaki et Belgador Mutombo. Ils ont été dispersés après avoir passé plus d'une semaine devant la mairie de Béni pour exiger leur sécurité. Ces écoliers ont demandé au chef de l'État de concrétiser sa promesse, celle de s'installer dans cette province. Réagissant à cette situation, Félix Antoine Tshisekedi estime que ses élèves ont posé un acte de manière émotionnelle et ont été manipulés. Très frustré suite à ces propos, Prince Epenge demande au président de la République de présenter ses excuses à cette population de Béni d'une manière solennelle. Monsieur Félix Tshilombo doit présenter des excuses officielles à toute la population de l'Est, particulièrement aux jeunes patriotes conscients de Béni, qui depuis une semaine passent nuit à la belle étoile, non parce qu'ils réclament des smartphones, non parce qu'ils veulent avoir des baskets, non parce qu'ils veulent aller au restaurant, mais ils sont sortis depuis une semaine pour exiger le retour de la paix, pour exiger que les atrocités, les violences, les tueries s'arrêtent. Poursuivant sur sa lancée, en rapport avec le départ de la MONUSCO dans cette partie de la RDC exigée par cette population, mais l'État congolais en a décidé autrement. Ces communicateurs de la MOUCA indiquent que cela prouve que la légitimité de Félix Antoine Tshisekedi vient de l'étranger. Lui qui soutient la MONUSCO, lui sait pertinemment que c'est la MONUSCO qui est manipulée, c'est la MONUSCO qui a pu fournir les armes et les munitions au groupe rebelle. C'est une preuve suffisante que c'est lui qui est élu par le peuple, écoute toujours le peuple. Félix n'est pas disposé à écouter le peuple parce que lui pense que sa légitimité vient de l'étranger. Et comme la MONUSCO est une organisation étrangère, il ne peut qu'être du côté de la MONUSCO. Là, le choix de Félix est clair. Le peuple ne l'a pas élu. Pourquoi répondre aux attentes du peuple? En clair, Prince Epenge souligne par ailleurs que la MOUCA va continuer à manifester pour exiger la paix dans ces coins de la RDC. Une brève dans ces journaux, le parquet près la cour de cassation, Willy Bakonga, ancien ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST et son fils ont été condamnés à 3 ans et 6 mois de prison pour blanchissement de capitaux. Je l'ai bien dit à l'entrée de cette grande édition du journal que la population très en colère contre l'arnaque du ministère de PTNTIC pour réclamer leurs droits en tant que consommateur de réseau téléphonique. Joël Lamika, président de Consommateurs Lésés, appelle le peuple à la rue ce lundi à 7h30 pour dénoncer à la taxe de RAM. Parlons à présent de minerais de sang. L'on estime que 300 à 600 millions de dollars américains d'or franchissent illégalement les frontières de la RDC chaque année. Cet or qui provient de zones de conflit assure la majeure partie des revenus des groupes armés. Armira Otogo. À en croire une enquête menée par de Saint-Truy sur l'exploitation illégale des minerais, l'or provenant des zones de conflit en République démocratique du Congo, pénètre les marchés internationaux, notamment les chaînes d'approvisionnement de grandes sociétés américaines, et se retrouve dans des produits du quotidien. Cet or est d'abord raffiné en Ouganda par l'African Gold Refinery, qui est l'AGR en cycle, ensuite importé illégalement.
Il arrive aux États-Unis d'Amérique par l'intermédiaire de plusieurs entreprises dont Amazon, General Electric et Sony. Signalant que c'est le réseau d'entreprises contrôlé par le magnat belge Alain Goethe qui a fait appel à AGR pour raffiner l'or de la RDC. D'après les Nations Unies, ce minerai de sang, puisque provenant des zones de conflit, assure la majeure partie des revenus des factions armées qui sévissent dans l'Est. L'on estime que 300 à 600 millions de dollars américains d'or franchissent illégalement les frontières de la République démocratique du Congo chaque année. Réunis en Assemblée générale ce vendredi 30 avril en marge de la journée nationale de l'enseignement, les enseignants membres de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont procédé à l'examen des différentes préoccupations qui minent le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Jean Bosco Pouna, secrétaire général des syndicats, l'a dit au micro de Diemarsi Kanyonga et David Binga. La synergie note par ailleurs plusieurs défis à relever par le gouvernement Il s'agit notamment de la rémunération équitable et décente à accorder aux enseignants, la capacité d'accueil des nouveaux élèves qui doit passer par de nouvelles infrastructures scolaires, la prise en charge des frais indirects de l'éducation pour les catégories pauvres et défavorisées, ainsi que l'allocation correcte des frais de fonctionnement aux écoles et bureaux gestionnaires. S'agissant des conditions sociales des enseignants, administratifs, inspecteurs et personnels de l'éducation, il faut noter que les conditions sociales restent précaires et ne favorisent pas le meilleur rendement des enseignants. Il est à noter que toutes les promesses faites par le gouvernement et le président de la République sur les paiements du deuxième palier, les paiements des vraies nouvelles unités n'ont pas été tenus. Les inspecteurs chefs de poule, itinérants et exploitants ne bénéficient pas des primes de fonction spéciale dignes, moins encore l'avancement en grade selon les normes. Le paiement des enseignants se fait sur base de 3 zones salariales instaurées par le gouvernement, renforçant ainsi la discrimination entre les enseignants des grandes villes, des chefs-lieux et des provinces. Les enseignants, dans leur grande majorité, n'ont pas droit aux soins de santé en dépit de l'existence de la MSP qui s'est détournée malheureusement de ses missions premières et malheureusement caporalisée par certains prédateurs. Toujours en ce qui concerne la journée nationale de l'enseignement, pour le professeur Émile Bongeli, il déplore la baisse du niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il est au micro de Kavin Lokela. La journée de l'enseignement, une fête comme les autres, mais il n'y a pas de réflexion, n'est-ce pas? On ne réfléchit pas sur notre enseignement. On continue à perpétuer une routine éducative qui jette nos enfants, n'est-ce pas, dans une certaine poubelle sociale, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir avec cet enseignement. Donc, globalement, l'enseignement, c'est un échec total au Congo. Mais nous continuons et nous savons tous que c'est un échec, mais nous continuons, n'est-ce pas, à perpétuer ce système. La gratuité de l'enseignement devrait être la règle, n'est-ce pas? Un pays comme celui-ci, dans les conditions où nous sommes, on devrait en principe étudier gratuitement de la maternelle, je ne sais pas quoi, des jouir de la modernité, etc. Mais vous ne pensez pas à la productivité sociale qui puisse assurer, n'est-ce pas, à la communauté une certaine prospérité, donc une certaine force pour qu'elle sache se défendre, pour qu'elle sache, n'est-ce pas, bien éduquer ses enfants. Mais là où nous sommes tous des jouisseurs, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a la guerre là-bas, les enfants font les sit-ins là-bas, ça ne nous touche pas.
n'est-ce pas? On continue à vivre comme si de rien n'était. On ne s'interroge pas, donc on est vraiment nous avons ce qu'on appelle la joie de l'animal. C'est pas la joie de l'animal. Vous avez déjà vu un chien, je ne sais pas quoi, de jouir de la modernité, etc. Mais vous ne pensez pas à la productivité sociale qui puisse assurer, n'est-ce pas, à la communauté une certaine prospérité, donc une certaine force pour qu'elle sache se défendre, pour qu'elle sache, n'est-ce pas, bien éduquer ses enfants. Robert Ngambi appelle le gouvernement à éradiquer le TENAFEP pour les élèves des 6e années primaires afin d'orienter les 30 millions de dollars américains de ces textes à la réhabilitation et la construction des écoles publiques. C'était à l'occasion de la célébration de la journée des enseignants. Il a dit au micro de Demersi Kanyunga et David Binga. Je pense que c'est trop vaste de faire tout un état des lieux. Mais ce qui est évident, qui saute aux yeux de tout le monde, c'est que notre système éducatif pose problème. Et ça, en commençant de l'école primaire jusqu'au niveau universitaire, il y a fortement l'incompatibilité entre la formation et les milieux professionnels. L'État n'a même pas une politique de pourquoi on forme. Je prends l'exemple, les pays se développent aujourd'hui avec la technologie, les sciences de l'innovation. Mais quand je constate au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, tu vois que le département de sciences, mathématiques, physique, technologie, il y a moins d'étudiants. Mais quand tu vas en communication, les auditoires, c'est plein jusqu'au-delà. Alors, on se pose la question de savoir pour quelle finalité on formerait autant de monde en communication. Pour quelle finalité? TENAFEP pour qu'on fait payer à la République, ça sert à quoi? Quel est l'impact de TENAFEP dans la formation, dans la société? Et l'État dégage autant de millions qui peuvent servir à la construction de bâtiments, à l'occupation, à équiper des laboratoires pour permettre une bonne qualité de formation. Mais on fait des TENAFEP pour l'argent, 20 millions, 30 millions a été dépensé chaque année pour TENAFEP. Et à la fin de compte, la valeur de TENAFEP dans la société, c'est quoi? C'est rien du tout. Parlons diplomatie. Moïse Katumbi Chapwe a reçu ce jeudi 29 avril dans sa résidence à Lubumbashi les conseillers politiques des ambassades des États-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne. Au menu de leur échange, les climats des affaires, les questions minières et la situation politique actuelle de la RDC en général dans le Grand Katanga en particulier. Satisfait, les hôtes du patron de l'Ensemble pour le changement ont réagi à travers leur rapporteur des circonstances, M. Nicolas de la Grande-Bretagne. Suivez. Les conseillers politiques des ambassades de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada ont longuement échangé avec le président Moïse Katumbi ce jeudi 29 avril 2021 en sa résidence de Lubumbashi. Nicolas Fulton de l'ambassade de la Grande-Bretagne résume l'échange. Nous avons fait une réunion avec l'ambassade de Grande-Bretagne, l'ambassade du Canada et l'ambassade des États-Unis. Nous avons parlé avec M. Katumbi sur plusieurs choses. Premièrement, le climat des affaires ici à Haute-Katanga, mais aussi à Ancien Grand Katanga. Deuxièmement, sur le secteur minier et les défis et les opportunités, non seulement pour l'investissement, mais aussi pour résoudre les défis avec le secteur. Et finalement, sur la politique et l'importance de faire, maintenant que le gouvernement soit formé, d'avoir de progrès sur plusieurs choses et aussi inclus dans cela les élections. Donc nous avons parlé de beaucoup de choses avec lui. Place à présent à l'invité du journal. Bonjour, bienvenue dans cet entretien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'honneur pour moi de recevoir, comme d'habitude, des gens qui ont à dire pour le pays, qui ont à dire pour le changement de ce pays et même du commun des mortels, les Congolais. C'est l'honneur de recevoir sur ce plateau Rex Kazadi. Bonjour. Bonjour Peter. Comment tu vas? Comme toi, très bien. Rex, la dernière fois que je t'ai reçu, c'était sous Kabila.
Tu as tiré et puis ça a tiré dans tous les sens. C'était sous le feu du régime Kabila. Aujourd'hui, tu reviens. Comment tu te sens? Ça fait combien de temps que tu es à Kin? Ça fait 2 semaines. 2 semaines que je suis à Kin. Tu es revenu appelé par Fachi, tu es à la présidence ou tu es où? Je suis d'abord rentré pour honorer la mémoire de mon père, puisqu'il est décédé au mois de janvier. Et puis je suis revenu parce que j'ai quelques affaires ici. Et puis je suis dans mon pays, donc je n'ai pas de raison spécifique pour rentrer chez moi. Déjà en contact avec Fachi? Non, pas particulièrement. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec lui spécifiquement. Tu es avec ou contre Fachi? Je ne suis pas avec ou contre Fachi. Je suis pour la République. Pour la République, là, tu te situes où? Tu appuies ce que Fachi fait ou tu es contre? Quand c'est bien, j'appuie. Comme quoi, par exemple? Par exemple, la diaspora n'a plus besoin de passer par l'ambassade pour avoir des visas lorsqu'on a une nationalité étrangère. On peut prendre le visa directement à l'aéroport. C'est une très bonne chose. Directement, vous venez? Directement. Ça, c'est Fachi Bétan. Ça, il faut dire Fachi Bétan. En même temps, je suis contre, par exemple... non, qu'on continue d'abord ce qui est bien. C'était on y va. Autre chose. La gratuité scolaire, c'est pas bien, c'est pas mal. Ensuite, on a aussi les travaux de 100 jours, même si ce n'est pas fini, même si ça a dépassé 100 jours, même si ça a dépassé pratiquement 300 jours. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Donc voilà, il y a des choses qui sont bien. Et même la flexibilité de l'homme, la courtoisie de l'homme, sa simplicité. Sa capacité d'abord à monter un gouvernement comme personne avant lui. Donc le gouvernement qui a été fait est un gouvernement équilibré, des jeunes, des femmes, des anciens, des nouveaux, etc. Donc j'aime certaines choses. Mais pourquoi tu ne bosses pas avec lui? Pour la simple et unique raison, c'est que d'abord il ne m'a pas appelé. Deuxièmement, je ne lui ai pas demandé. Et puis, mais tu as combattu avec lui hier, non? Tu peux aller avec ton CV. Sur ton CV, tu énumères le nombre de personnes que tu as tapées en Europe. J'énumérais plutôt les nombres des sacrifices que nous avons faits. Parce que moi, je me suis fait arrêter par la brigade antiterroriste française. J'ai fait 48 heures dans des cellules, à être interrogé matin, midi, soir, sans dormir. Parce que tu tapais des gens? Sans manger. Non, parce que je me battais pour les gens qu'on assassinait, qu'on tuait ici. Et on s'était dit qu'on va, nous les Congolais, on allait arrêter d'être la chair à canon, de se faire tabasser sans réagir. Et nous avons posé un certain nombre d'actions via l'ambassade de la République démocratique du Congo, qui m'a valu pratiquement 18 mois de prison ferme. Oh! Oui, j'ai fait 18 mois de prison pour la République. Pour le Congo? Pour le Congo. Fier de l'avoir fait aujourd'hui quand tu regardes ce qui se passe? Ou est-ce que tu es déçu quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui? Non, je suis fier de ça parce qu'avant ça, je n'avais jamais mis mon pied en prison, avant cet acte-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interpelle le président sur des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Par exemple, lorsque vous sortez dans les rues, il y a des embouteillages pas possibles. Il y a la police qui travaille toute la journée dans un soleil. Il y a à chaque fois que vous voyez, par exemple, c'est mon analyse individuelle, à chaque fois que vous voyez un embouteillage, c'est parce que dans le même lieu, il y a un marché, il y a des hommes qui sont là, il y a des gens qui vendent, il y a en fait, c'est un carrefour où il y a un peu des hommes, des femmes, de la nourriture, des ventes, c'est le bordel. Tant qu'il n'y a pas d'organisation, tant qu'il n'y a pas ici on vend, ici on achète, ici on circule, ici on peut déposer des gens, et on voit la police qui est là, qui essaie de réguler, mais un policier qui va réguler une circulation de milliers de véhicules toute la journée. Donc ça crée un bordel monstre. Et c'est parce que l'État n'est pas organisé. L'État n'est pas organisé comment avec quelqu'un qui était dans l'opposition, fils du Sphinx Etienne Tshisekedi? Comment sous Fachi des choses comme ça peuvent être possibles? C'est pour ça que je m'insurge contre les choses qui ne fonctionnent pas. Et j'aimerais bien dire ici, nous ne sommes pas levés un matin en disant qu'on est contre... je ne peux pas être, moi, à titre individuel, contre le président de la République par rapport au rapport que nous avons eu dans le passé et que je garde toujours aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de moi, Rex, ni de lui. Il s'agit du Congo. En ce qui concerne le Congo, ce n'est pas un bien personnel ou individuel. Ce n'est pas une relation personnelle ou individuelle. Vous êtes là pour travailler pour la République. Alors, quand les choses ne fonctionnent pas dans la République, on doit le dénoncer. Non, vous dénoncez parce que vous êtes aîné du pouvoir de Fachi. Aîné du pouvoir de Fachi, sur quelle base?
Je n'ai pas... Est-ce que les un mots... problème de jalousie que Fachi s'est retrouvé, que beaucoup parmi vous ne se soient pas retrouvés. Bon. Ça crée une haine et vous commencez à monter des choses contre lui pour salir son image. Je n'ai jamais monté aucune chose contre lui. Est-ce que c'est normal, par exemple, allez, je vous cite un fait, qu'il faut que nous, Congolais, lorsqu'on rentre dans notre pays, la diaspora, on doit payer 45 $ pour le Covid. Pour le Covid. Cette histoire-là, à l'aéroport là-bas. 45 Même si tu as tes documents. 45 $. Donc, c'est-à-dire que Mouyembe impose ça. Avant de rentrer dans l'avion, tu vas d'abord aller faire un test dans les laboratoires français, qui sont parmi les meilleurs du monde. Tu montes dans l'avion avec les résultats négatifs. Et à l'aéroport de Njili, tu payes 45 $. On te fait un test. On ne m'a jamais appelé. Depuis que j'ai fait le test, on ne m'a jamais donné les résultats. On ne m'a jamais appelé pour me dire. Mais tu as payé les 45 $. J'ai payé les 45 $. Ça, c'est pour passer. Ça, c'est pour rentrer dans mon pays. Et quand je vais vouloir sortir, je refais un nouveau test Covid, 30 $. Sans compter les espèces de GoPast de 55 $. Qui prend les GoPast? On nous avait dit que c'était la taxe de Kimbuta. Kimbuta n'est plus à la tête, maintenant c'est gentil. Où va cet argent? Pourquoi on n'arrête pas de payer ces trucs-là? Donc un Congolais, pour qu'il vienne, qui quitte l'Europe, il vienne voir sa famille. Pour qu'il puisse rentrer chez lui, il doit payer 130 $. Ça stresse, hein? Mais ça va, où va cet argent? Moi, je préfère donner 130 $ à des enfants, à des associations caritatives. Je préfère donner 100 $ à ma famille, qui en a beaucoup plus besoin que de donner à la République, sachant en plus de ça que je ne vois pas où utiliser cet argent. Je ne vois pas où utiliser cet argent. Je prends un autre exemple. Est-ce que vous savez que, par exemple, nous avons un rapport des Nations Unies qui dit qu'il y a 20 millions de Congolais qui sont en urgence sanitaire? Ça, on ne doit pas le dire. Urgence sanitaire, ça veut dire qu'ils sont bazana nzala. Un problème de malnutrition, un problème de faim. Et pire que ça, c'est dans le Kasaï, plus particulièrement en Mbuji-Mayi, où il y a 7 à 6 fois plus de pourcentage de gens qui sont en détresse alimentaire par rapport au reste de la République. Et des gens meurent terriblement, des enfants meurent. Les enfants meurent en Mbuji-Mayi de faim plus que nulle part ailleurs. Exact. Et ça, je ne dois pas le dire. Ça, on ne doit pas le dire. Hier, on a arrêté des gamins en tirant des balles de Kalachnikov. Dans l'est de la République. Mais pas n'importe où. L'endroit où le Congo a été humilié, où le Congo a été saigné depuis presque ces 30 dernières années. Béni est un symbole. 2 années et demie de la présidence, il n'est pas normal qu'on continue à tuer, à violer, à assassiner nos enfants à Béni. Et lorsque les enfants sortent dans la rue pour demander plus de sécurité, on doit les encourager. On ne doit pas les arrêter. On dit qu'ils sont instrumentalisés. Là, on leur a donné qui leur donne du thé la nuit. Dans ce cas-là, il y a environ une soixantaine d'enfants qu'on a arrêtés. Dans ce cas-là, on les interpelle, on les amène dans un commissariat, on appelle leurs parents, ils viennent récupérer leurs enfants. On ne tire pas des balles réelles de Kalachnikov AK-47 en l'air autour de ces enfants pour les effrayer, pour les traumatiser. Et ensuite, on prend ces mêmes gamins, on les ramène dans une prison. Sans jugement. Sous Fachi. Avec qui vous êtes battus. C'est pour ça. Vous étiez ensemble, vous tous. Oui, vous avez prêché l'opposition. Kabila a été mauvais. Fachi, c'est toi, en fait. Oui, mais tu vois, vous tous, vous venez aussi de l'autre côté. Mais je vais te raconter autre chose. J'ai mon oncle qui est, mon tonton, qui est Gilbert Kakounde, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et la sécurité du pays, c'était lui aussi. Il a fait quoi? Lorsqu'on tue à Béni, c'est aussi sa responsabilité. Il a été d'une incapacité patentée. Il n'a absolument rien fait. Et je ne veux pas le dire parce que c'est mon tonton. Je ne veux pas le dire parce que c'est mon oncle. Tu étais nul. C'est pour ça que Fachi l'a dégagé. Parce que tu t'es pas retrouvé, tu l'as appelé, je n'ai jamais... L'oncle ne prenait plus le téléphone. Bon. Le neveu est fâché. Est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que c'est vous êtes satisfait, vous, du travail? Est-ce que vous êtes satisfait du travail de Gilbert Kakounde? On a dit que depuis qu'il était devenu ministre, il répondait presque plus au téléphone aux gens de la famille. Je peux te montrer nos échanges. Il me répondait. Peut-être s'il entend ce que je dis aujourd'hui, il va être fâché, mais ce n'est pas un problème. Il s'agit de la République. D'abord, la République. Tu sais, moi je sors de l'école d'Étienne Tshisekedi. Je suis un Tshisekediste. Vous tous, non? Mais il y a des vrais Tshisekedistes et puis il y en a d'autres qui s'en accommodent. Mais attends, je vais te prendre un exemple. Étienne Tshisekedi, de son vivant, il avait dit qu'il n'allait jamais rencontrer Kabila. D'autres l'ont rencontré. D'autres l'ont même appelé frère. Qui a suivi la doctrine d'Étienne Tshisekedi?
Moi, j'ai jamais rencontré Kabila. Félix s'était éloigné de Tshisekedi? Mon ami, comme Kabila s'était éloigné de Musée, aujourd'hui Félix s'est éloigné de l'idéologie de son père. Est-ce que tu sais que dans ce pays, le malheur de ce pays, nous avons un pays voisin qui ont massacré des Congolais, où on est l'un des pays au monde qui a eu le plus de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale, 8 millions de morts. Le Rwanda de Paul Kagame est à l'origine de tous ces massacres. Qui continue à tuer jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que du vivant d'Étienne Tshisekedi, Paul Kagame aurait pu venir au stade de martyrs et être applaudi? Applaudi. On marche sur la tête. Hein. Tapis rouge. Hein. On marche sur la tête. Et ça, on ne doit rien dire. On doit applaudir. Donc je dois vendre ma conscience pour faire plaisir aux amis. Je dois me vendre pour faire plaisir aux amis parce que nous avons fait le combat ensemble. Mais venant des amis avec lesquels vous êtes battus en Europe, des Tshisekedi entre vous, des Tshisekedistes, venant de vous-même entre vous là, ça s'explique comment pour ceux qui vous regardent? Mais ceux qui trahissent, ceux qui ont cru en vous, ils ont trahi la doctrine du président Étienne. Seuls quelques petits applaudisseurs qui peuvent dire tu vois le Père, tu vois le Fils. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il y avait une doctrine. Beaucoup ne l'ont pas compris. L'établissement d'un État de droit, c'était la philosophie. Le peuple d'abord, c'était le slogan. Le droit du peuple congolais, le droit fondamental, c'est la sécurité. Est-ce que le peuple congolais vit en sécurité? Non. Ni sécurité physique, ni sécurité alimentaire, ni sécurité nulle part, sociale ou quoi que ce soit. On a 141 à peu près soldats dans l'armée congolaise. Nous sommes incapables de protéger une ville comme Béni de moins de 100 000 habitants. Pour protéger 100 000 habitants, 500 militaires suffisent. Comment ça se fait que 2 ans et demi, on continue encore à assassiner, à tuer à Béni? On nous a fait, quand tu sors d'ici, pour le Covid, il y a des checkpoints partout. On n'a pas pu mettre des checkpoints comme ça à Béni, pour surveiller les rues de Béni. Pour que quand les gens rentrent le soir, on ne peut pas mettre un couvre-feu à Béni. Pour que les gens ne sortent pas pour aller découper les têtes. Attendez, comment vous expliquez que cet endroit-là, on continue encore à tuer aujourd'hui? Il y a une complicité à l'intérieur de l'armée, certaines personnes disent. Mais ça, c'est la responsabilité des responsables. Le responsable de la sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. La responsabilité de la sécurité extérieure, le ministre de la Défense. Au-dessus de ça, le Premier ministre, et au-dessus de ça, le président de la République. Donc il ne fallait pas attaquer Kabila pour ça. Kabila. Mais tout ce que vous avez dit sur Kabila aujourd'hui. Nous sommes attaqués à Kabila parce qu'il fonctionnait déjà comme ça. On disait que la situation de l'Est, c'est lui, il était complice. Il fonctionnait déjà comme ça. Et aujourd'hui maintenant. Donc, ceux qui sont en place, on ne peut pas avoir envoyé des contingents de l'armée congolaise en Centrafrique pour protéger les Centrafricains. Mais on n'est pas capable d'envoyer un contingent pour protéger... On va même demander aux Kenyans de venir nous protéger. Pendant que nous, on envoie nos militaires en Centrafrique. C'est ridicule. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Béni. Mesdames et messieurs, l'actualité en continue sur notre site www.vraijournal.net. Ce journal est terminé. Au revoir.